دكتور مكن الظلام سمانة قاعدان إلى دوسارك نمزوهرو de Montréal sur l'invitation de la FAM, la Fédération Amazigh des Amazighs d'Amérique du Nord. إذا تم زورو سوا دينا ثمير سينو كايجين تشكى من دكتور نوسي من دو سارة جديد. غير ديني غمسلا يوجد إذا غادي سبعان تكتا قاعدان السمانية قاعدان sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Il y avait 3000 personnes qui avaient suivi environ la conférence de Montréal. Donc, je voulais profiter de cette occasion pour les remercier et leur dire qu'on a pris en compte leurs commentaires. Donc, il y a des corrections qui ont été faites en fonction des commentaires qu'on a reçus. Voilà, donc, moi personnellement, je ne suis pas un journaliste, encore moins un présentateur télé émérite. Donc, ils ont fait du bénévolat dans le cadre de la communauté. Donc, je vais vous demander de m'excuser, d'être indulgent s'il y a des manquements. Voilà, donc là, on va arriver à la conférence, donc à la présentation du docteur Lunaoussi. Vous savez que c'est un parcours de 50 ans de travail militant. Et la façon dont je voulais vous le présenter, bien entendu, je le fais de façon très sommaire, à grands traits. Donc ça va être un peu comme une chronologie de l'essentiel, si vous voulez, de son parcours. Alors, le docteur Lunaoussi se décrit comme père de famille et grand-père aussi plusieurs fois, je pense que 8 ou 9 fois. Donc, le docteur Lunaoussi est né en 1948 il a vécu à Alger de 1952 à 1978, donc c'est une période d'à peu près 75, donc une période de 23 ans environ. Là, je me corrige. D'accord. Donc là, il y a un double parcours à cette période-là. Donc il y avait un parcours académique et un parcours militant. En ce qui concerne le parcours académique, donc il a fait son cursus au complet à Alger, du primaire à l'université, jusqu'à l'obtention d'un doctorat en médecine à la faculté de médecine d'Alger. Après ça, en 1978, a rejoint, a déménagé à Tizi Ouzou avec 75. Je m'excuse du manque de précision. En plus, le docteur Yassi est celui qui me connaît le mieux. Il n'avait pas le droit à l'erreur. Bon, c'est des erreurs. Je le prends sur moi. D'accord, donc après ça, donc, durant cette période, il y a effectivement un parcours militant. Là, à ce niveau-là, on retrouve trois influences majeures, trois personnalités qui ont influencé de façon significative le docteur Lunaoussi. On commence, la première influence, c'est une influence parentale, c'était son père, Flassia Forbir. Puis le docteur, monsieur Mouloud Mahabri Flassia Forbir, pour la troisième personne. Alors, pour revenir à l'influence parentale très brièvement, d'ailleurs, le docteur Lunaoussi l'avait écrit dans un article paru dans un ouvrage. Il rappelait que la première règle à la maison édictée par son père concernait premièrement l'usage de Tkhayris, donc l'usage du kabyle strictement à la maison. C'était
avait donné des recommandations, en effet, pour parler et utiliser les autres langues, à savoir le français et l'arabe, mais au-delà du seuil de la porte. Donc, si قمنا تبور تاكين تصاروا من التعارض وين يبغى ما عرف داخل سي تمنار سي تبور تمنار سي قمنا تبور تاع داخل تقبل الكلام. Au lycée, Dr Naoussi a été interpellé par la surveillance générale à quelques reprises. Et ce n'est pas pour des problèmes académiques, parce qu'il n'en avait pas, c'était un lycéen brillant, mais c'était tout simplement parce qu'il mettait un burnous, la surveillance générale, parce qu'il restait un burnous. En effet, ça lui a valu quelques interpellations, donc il fallait des convocations parentales et bien évidemment, son père était là pour intervenir et mettre fin à ces interpellations parce que et là, vu avec les yeux d'aujourd'hui, si vous permettez, c'est sûr que la période d'adolescence c'est une période d'affirmation, vous le savez très bien, c'est une façon de s'affirmer, mais aussi c'est un geste éminemment politique, c'est un geste très symbolique que porter un burnous à l'époque où c'était quasiment inusité ou presque interdit. Voilà donc pour cette période. En les années 68, il a eu le privilège de prendre des cours auprès de Mouloud Mamri, et c'est là qu'il y a eu une autre influence également sur le plan culturel, identitaire et linguistique. Après ça, le docteur Naoussi a été, comme il disait lui-même, il a été rendu destinataire involontaire, d'un abonnement involontaire, pour reprendre ses expressions, d'une revue de l'Académie berbère. Et là, cette littérature politique avait également une influence très significative sur le parcours du docteur Naoussi. Il y a eu également un passage auprès du chantre de la chanson kabyle Chérif Khaddam, au sein de sa chorale, qui servait beaucoup plus comme prétexte à d'autres activités. Il a été également membre du groupe berbériste d'Alger. En 1978, si la date, je précise, est bonne, était militant, il avait rejoint le FFS avec un groupe de ses camarades en 1978. Il a été co-rédacteur de la plateforme idéologique du parti qui a pris en charge pour la première fois les questions liées aux droits identitaires, culturels et linguistiques. Il y avait un deuxième aspect, c'était le concept ou l'idée de régionalisation positive, je ne l'ai pas noté ici. Je voulais prouver que ma mémoire était bonne aussi. Alors, la prochaine étape, donc, en 80, comme vous le savez très bien, il fait partie des 24 détenus du printemps à Mazir en 1980. Ici, on a encadré ce docteur Naoussi, avec une moustache aussi, mais maintenant elle a blanchi, je crois. Oui. Alors, il est aussi membre fondateur du MCB, donc du mouvement culturel berbère. En 1991, élu député FFS, processus électoral interrompu, comme vous le savez. En 1989, il a été fondateur et président de la première association culturelle amazigh, Qarn Idlis. En 1994, il a été aussi le fondateur. Il a été le fondateur du Congrès mondial amazigh. En 1998, il a été élu à l'APOI RCD, sur la liste du RCD, dans le cadre de la convergence démocratique. Il a fondé un journal qui porte le nom d'Algérie Hebdo, c'était un hebdomadaire national. Par la suite, il y a eu un autre parcours académique, à savoir en 1990, il a fait partie de la première promotion du magistère Tmazigh à l'université Mouloud Mamri à Tizi Ouzou.
En 1995, il obtient le titre de DEA en langue, littérature et société à l'INALCO à Paris. Et en 1996, doctorant en sociolinguistique à l'INALCO à Paris également. Alors, en résumé, c'est 50 ans d'activité politique pour celui qui se disait qu'il n'était pas prédestiné à la militance nazie. Alors actuellement, le docteur Noussi, en plus son activité médicale à temps partiel dans sa propre clinique à Drab el-Khadda, il consacre le plus clair de son temps à des activités de formation, je l'ai mis en S, je le reprécise, parce qu'il donne beaucoup de formation. Il consacre son temps également à l'écriture, à la réflexion, est aussi consultant national. Beaucoup de gens viennent le consulter sur les questions liées à l'identité, à la culture, etc. etc. Et comme consultant également international, on demande son avis, particulièrement les Marocains et d'autres pays également. Donne beaucoup de conférences et intervient également assez fréquemment dans les médias écrits, télévisuels et probablement, je le souhaite, dans les médias sociaux. Je suis encore tout à fait novice. Alors, le dernier mot, j'aimerais le dédier à sa compagne de toujours, qui a partagé tous les aléas de ce parcours. C'est une femme extrêmement discrète, courageuse, qui était là dans les moments les plus durs avec ses enfants. Je tenais en votre nom et en nom des femmes ici présentes de lui témoigner toute notre reconnaissance. Je crois qu'elle le mérite. Je laisse la parole au docteur Noussi. Nous avons prévu de les faire participer à la conférence à partir de la maison de la nouvelle ville. On attend que les connexions se fassent. Ok. Ça, c'est un cadeau. Merci. C'est la deuxième fois que je viens au Canada. Il y a 2 ans, j'étais venu en famille à Manek, وسيرت السوق شوتينو. معنا فكرتين التوريزم كان يخدم. سميت روحها كيد ناس مطوثي وثلاث معنا فكرتها ويمانا نركب. دي غاز ديال المغرب. Donc j'avais pris aucun contact avec les associations du Canada, même si je connaissais bien leur fonctionnement. Et c'est pour ça que c'est un lien. C'est le Coran اللي يقراون خاطر ولاش امنو يلان تيشكولاش تيشكيلاش ولاش يغرب تفكر كان كاين اسمي بدا ومنو وموسون للجزائر الموفمون ناسيونال دو ليبراسيون يبدا يغرب سيباري avec l'étoile noire africaine يثري نتفرق في وكاتا. Et aujourd'hui, nous sommes au Canada et la Guinée d'Arnée, il y a une nord, Idioussan, puisqu'on m'attend dit ils sont 70 000 ou 80 000 à Tass, 70 000 80 000. إلو كان أتمي الطف مفسن وين كراون أها ثمر أدي الحاجة سكو كذو ذاكينا خرطوم أيني لان ذاكي فكان أدفكر يوث الحاجة وثلالي العوايدنا دينا الهدف نكون وين خاطر ما إلا مقلي غريبا إلا دي فرنسا غادي لا بلجيك ليميغراسيون ثم زوالو فيها كلي روحن au début du siècle dernier. Une grande vague est partie en 1905 et malheureusement c'est l'une des plus grandes, c'est l'une des plus anciennes émigrations étrangères en France, mais c'est aussi l'émigration qui est la moins structurée. ودنفنا دي فرنسا. الوقت النيو
نزمرنا نفهم نشتاقيني هكا نروح ندخل منها في غروب ولا ونسم وتشغلنا هذا وين يضر ولما مي روحنا كني سيتي لا ريفولوسيون كومونيست دونك خلطا يخدم يدسن ونسوي نشتاقيني يدوين في كثير نتقراولا لو كانوا لاش هكذا خلطا وتسيدها في كراولا سويا الصوضات اللي هي كي الجزائر لما نكون وين on a une chance avec l'immigration récente. D'abord, ce n'est pas une immigration économique. C'est une immigration que j'appellerais culturelle. ماشي اللي بغي نوان يكون يجيبنا هذا ماشي السيف بورو يكون يجيبنا هذا تسمور ثنين ومور تسمير مرة زعما كانت هكا صار نكون سيت مور ثنين وسويا كيني يدنيغ ما إلا شغل. Il faut créer une communauté de destin. Il faut que cette communauté amazigh et kabyle en particulier, parce qu'il y en a plus, beaucoup, il y a moyen de la faire émerger pour participer à la vie active du pays hôte. Vous êtes pour la plupart de vrais Canadiens, des citoyens à part entière, et cette citoyenneté doit être visible. Visible par vos activités, mais visible par votre culture. C'est un enrichissement culturel à la culture première du Canada, mais aussi vous devez être visible économiquement. Il a quand même la ويننا يقارن الشركه هلكا سواء استعرفت mais en même temps la سقبيت القريتك non il faut apprendre là aussi بالك ان الى قبيلنا نداكينين اد نجمعنا كلا الخلقن ولا نسودم نتلامسا financièrement aussi doit être puissant parce que l'argent dont on a toujours honte des mourtes النغنكونيو ça reste quand même le nerf de la guerre. Moi je me souviens à ma libération après 80 j'ai reçu un parent, on en a parlé tout à l'heure avec le couple de Ridge, j'ai reçu Saïd Rahal, qui est un parent qui est aussi par ricochet un parent à eux, et il était venu à Knidi Farik la libération à Loukham. C'est un monsieur qui était puissant financièrement, puissant politiquement. Et il m'avait dit, Evrivi de Bouim, il a Matsam Souachou, Kemleth, c'est vrai que aujourd'hui, la puissance politique, on l'acquiert aussi par la puissance financière. Vous devez donc, dans cette société, vous impliquer culturellement, par votre culture d'origine, politiquement, dans la vie politique du pays, et aussi économiquement, et ça vous ne pouvez le faire que si vous êtes si vous représentez une communauté de destin, c'est-à-dire si vous arrivez à créer une puissance dans tout ce que je viens de dire. Ça c'est juste pour parler à la communauté, mais en même temps je voudrais aussi délivrer ce message que je délivre un peu partout quand je bouge. Vous savez, quand on a perdu la langue, on a à peu près tout perdu. وين هو يروح في الثلاث زمر نكون ويا اللي لا معنا نكون نسلاوي تمورت نسلاوي تمورت لا معنا راهو نلون مسنترين مرا القضاء وسنترا ما تسغلي لكن يقارب هذا قصب من نار ذارف تصومي تسقو من نار برا مثون السيقار ذا قبايلي Et c'est naturel, il ne faut pas croire que ça n'arrive qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et c'est quelque chose de... ça arrive subrepticement. سلاح الاستفقي مرا أنا ما يدو فهم الراو النوان بضن دير غازن سلاوين et puis هذا قارن mon père était kabyle. Il
ne se dit plus déjà kabyle. Alors le petit-fils, c'est pas utile que je vous dise qu'il n'entendra même plus parler de ses ancêtres. Et c'est pour ça que c'est une supplication que je fais à chaque fois, de grâce, جمعت تمسليتنا لخاطر ما نجمع تمسليتنا تم زوالوف ذي القدر إلى جدودنا ذي القدر وجدودنا. Mais il y a aussi une chance égoïste qu'on a en connaissant cette langue. Vous savez que pour les problèmes de cognitivité, plus on connaît de langue à un jeune âge, et plus se développent les capacités cognitives. Et donc, apprendre à vos enfants des langues dont les systèmes linguistiques sont éloignés, c'est lui permettre de faire de la gymnastique cérébrale tous les jours, et ça ne peut que le rendre intelligent. Attention, c'est قارن ما استقرستي مسلايين أشماري 39 4 سنين أسخلط الخيوط الحربة في اللاس هذا السبلغ كان تمسلاس وسايد شهرهم أغرم يسام كان لا معنى مريلي تمسلايين وقت في اللاس أسماري غور يتفوي. Donc il y a des capacités cognitives qui s'élargissent grâce à se parler multilingue en même temps à un jeune âge. Donc n'ayez pas peur. ماذاك اللي صحفوني ولا تقبيليت حاشا الخير هذه كنسكس. Excusez-moi de vous dire tout cela, je ne suis pas du tout venu dans le sens de dire la morale, pas du tout, mais maintenant je vais arriver au thème de ma conférence. Que s'est-il passé un an après la pseudo-constitution où il est déclaré une pseudo-langue officielle. أم كتم داو ثقيلين يعني داو سكواس في اللاس أشاكي ديرو عن هذا من داو سكواس تم زوالو في لاقادينير que les constitutions algériennes, toutes comme elles sont, ce sont des constitutions déclaratives. Ça n'est pas des constitutions de garantie. Il faut que vous sachiez, il y a deux types de constitutions. Il y a celles qui sont déclaratives. Généralement, c'est des vœux pieux. Il y a des déclarations de garantie, c'est-à-dire or, nos constitutions ne sont pas des constitutions de garantie. Eh bien, la constitution d'il y a un an, la constitution de 2002, c'était une langue nationale à partir de 2002. Une langue nationale, je vous le dis tout de suite, elle est de l'ordre du symbole. C'est-à-dire que jusqu'en 2002, j'allais dire, il y avait des arabophones et une catégorie du peuple qui était muée, puisqu'on n'existait pas. Juridiquement, on n'avait pas d'existence. En 2002, enfin, on a eu une existence juridique, puisqu'on a la déclarée langue nationale, mais en même temps, très symbolique. Avant, c'était un vernaculaire. Vernaculaire, c'est la langue de tous les jours, en famille, et puis, arrive 2016, avec tambour et trompette, on nous a promis monts et merveilles, et puis on s'est retrouvé avec une constitution encore plus régressive que les autres. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a le mot officiel quand même. Sauf que, المتسيك التالي يدخل من تم داوث ويجي من الجزائر تمر تعرف dans la préface, dans le préambule, excusez-moi, de la Constitution, où il est dit ce préambule fait partie intégrante de la Constitution. C'est-à-dire, c'est vraiment la Constitution. C'est pas un simple préambule comme ça. Où il est dit l'Algérie est un pays arabe. Avant, on disait fait partie du monde arabe.
à la limite fait partie du monde arabe, on peut, c'est une définition extensible, on peut penser à une donnée socioculturelle. Oui, on parle arabe. C'est une réalité historique. Oui, on a des traditions qui, par l'islam, ont fini par être intégrées par les populations nord-africaines. Mais là, non. On n'est pas dans une définition géopolitique ou géostratégique ou géoculturelle. On est tout simplement dans une définition ethnique. L'Algérie est un pays arabe, ça veut dire que nous sommes des Arabes, point. C'est pour ça que je dis qu'il y a une régression par rapport aux autres constitutions. Et puis, il y a cette fameuse langue. L'article vous dit, effectivement, l'arabe est langue nationale et officielle de l'État. Or, quand vous dites langue officielle de l'État, il y a redondance. Nécessairement, la langue officielle est l'expression de l'État. Si elle n'est pas expression de l'État, elle n'est pas langue officielle. Et c'est là que réside toute l'astuce, toute la supercherie, toute la tricherie. Parce qu'au-dessous, on vous dit, Tamazight est également langue officielle. D'abord, les adverbes sont toujours porteurs de doute. Si on dit est également, ça fait bizarre. Pourquoi dire également? Et puis on vous dit est également langue officielle. Et on n'ajoute pas de l'État. Pensez que les rédacteurs ont perdu la tête. C'est une nuance qu'ils ont très bien saisie et qu'ils ont portée en toute conscience dans la nouvelle Constitution. C'est simplement pour dire que si elle n'est pas langue officielle de l'État, elle n'est pas langue officielle. Alors pourquoi ils ont mis officielle? Eh bien, c'est toujours la supercherie. Ils savent très bien que la masse des locuteurs de Mazir ne peut pas saisir cette nuance. Officielle, et comme dirait Mouhaya, et Maziran, ils n'ont pas eu le roi, parce que, heureusement pour nous d'ailleurs, parce qu'ils nous ont tellement berné pendant des décennies qu'on se méfie toujours de manière intuitive. Même si on ne comprend pas, eh bien, l'intuition est là et on se méfie quand même. Et personne donc n'y a cru réellement à ce statut de langue officielle. Et puis, il y a aussi l'article, me semble-t-il, 178, si je me trompe, c'est pas très méchant. 178. C'est ça 178. Oui. Et donc, qui dit clairement un certain nombre, qui donne un certain nombre de décisions qui sont irréversibles. Le caractère républicain de l'Algérie est, dans la nouvelle constitution, irréversible. Et donc, même les constitutions à venir, même si c'est pas vrai, ne peuvent pas remettre en cause le caractère républicain. L'islam, la langue arabe, etc. Il y en a 7 comme ça. Il y en a 7 qu'on ne peut pas remettre en question, y compris par les prochaines constitutions. C'est pas vrai parce que ce qui est fait par l'homme peut être enlevé par l'homme. Hein. On l'a vu maintes fois. Hein. C'est un pays qui est très riche en matière de constitution. Eh bien, parmi les 7 données irréversibles, Tamazight n'existe pas. Autrement dit, voilà encore des tricheries très juridiques. Voilà une tricherie qui fait que ce qu'on vous a donné, même en tant que leurre, parce que c'est un leurre, même ce qu'on vous a donné en tant que leurre de la main droite, on peut vous le reprendre demain de la main gauche, puisqu'il n'est pas dit dans la Constitution actuelle que c'est quelque chose, la vérité, quelque chose d'irréversible. Vous voyez un petit peu, voilà. Et là, je vais résumer ma pensée dans une phrase qui ne m'appartient pas, qui appartient à un politique français, André Léniel, qui était député européen et maire d'une petite commune de France, dont je ne me souviens plus du nom, et qui disait « Vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire ». Je crois qu'il résume la totalité dans cette simple phrase.
je vais dire ça par là, qu'on ne peut pas, si on veut bouger, si on veut progresser, on ne peut pas avoir une vision simplement culturaliste. J'ai toujours dit et écrit que la culture culturaliste n'existe pas. Toute culture est d'abord politique. Vous savez, je crois que c'est Goebbels qui disait, quand j'entends le mot culture, j'ai envie de tirer. Parce que quand on maîtrise la culture, eh bien, on va aussi dans la revendication d'ordre politique. Et une culture ne s'étend, ne prend de l'espace, effectivement, que si vous avez tout ou partie du pouvoir politique. Et c'est pour ça que dans les pays comme le nôtre, s'installe le rapport de dominant-dominé. Et quand on est dans un rapport dominant-dominé, il y a son corollaire qu'on appelle la diglossie linguistique. La diglossie linguistique, eh bien, c'est que celui qui a sa langue maternelle, سمح لي مرة سيارة تروحوا يضروا مثني تسينا لا غادي ربان خاص ماشي لا تسينا لا غادي ربان ملايين تسلات تثلايين دايما يوث تطاف كان عليا تركبت مسواروث في السنة النين يسووا مسعارة وذم وذافو سود تسرتي يعني le pouvoir politique et bien finalement تسيني دي تركبت تنقاروث و ثلاث الحكم اتحقر ثلاث بكذوذ معناه ولا ذا كذوذ اللي غادي يحقر يمانيس. Et c'est ça précisément le corollaire du rapport de langue dominant-dominée. هذا يحقر يمانيس انا ما يصور هذا يتحس يمانيس. Et on arrive au degré final de l'aliénation, l'aliénation linguistique, et donc autrement dit l'aliénation culturelle et identitaire, qui fait que on arrive au sommet de l'aliénation, on arrive à la haine de soi. Très souvent, c'est ce qui se passe dans les milieux de l'immigration. Donc je ne dis pas ça innocemment. On a à Alger, où j'ai grandi, je rappelle les dates, de 52 à 75, j'ai pris mon poste en 75 à Tizi Ouzou. Mon premier poste première fonction, je suis venu exercer à Tizi Ouzou. Eh bien, je sais qu'à Alger, d'abord, ces phénomènes existent beaucoup. J'habitais Clos-Salombier, un quartier très populaire, très populeux aussi. Et la plupart étaient kabyles. Alger, c'était à l'époque, c'était une capitale kabyle. Mais tous mes camarades de classe, parce qu'ils ont été touchés par cette idéologie diglossique. Et donc, c'est vrai que mon père, je lui dois beaucoup sur la question identitaire. Il avait pris conscience très tôt, même s'il n'a pas été très loin dans ses études, pour au moins une deuxième année, qui correspond aujourd'hui à 6e année primaire ou un truc comme ça. Eh bien, tous ses camarades parlaient en arabe, entre eux, mais pas seulement, ils parlaient en arabe avec leurs parents, et leurs parents leur parlaient en arabe. Aïra. Tout simplement, parce qu'ils devaient se couler dans le moule qui leur avait été offert, c'est-à-dire soit ceux qui habitaient dans les quartiers français, le moule de la langue française, soit ceux qui habitaient dans les quartiers dits arabes, arabagui, je le mets entre guillemets, parce qu'en fait, c'est des Kabyles qui ne parlent plus kabyle. Tout le monde devait se couler là-dedans, et je vous assure que, même si j'en ai pas été vraiment malheureux, je l'ai écrit aussi dans la presse, moi, je ne m'appelais pas Mouloud. Mes copains s'appelaient Larvin, Mzian, pas Mzian, souvent Mzian n'était pas le prénom adéquat,
Mustafa, Elias, machin, etc. Et puis, moi, on m'appelait Oulid el-Roubaïli. C'est une réelle désidentification parce qu'on me connaissait plus par mon origine villageoise que par mon prénom alors que j'ai grandi parmi eux, etc. Je n'ai pas été malheureux, je suis sûr même que les camarades qui m'appelaient Oulid el-Roubaïli ne pensaient pas à mal. C'était vraiment le résultat de cette diglossie. Et puis, il y a également autre chose, il y a les questions identitaires, parce que la langue fonctionne aussi avec l'identité. C'est vrai qu'on dit que l'identité se construit, elle est en perpétuelle construction. L'identité n'est jamais figée. Se trompe beaucoup. Hein, on n'a pas l'identité dans nos veines, on ne nous a pas piqué pour être éternellement ce que nous sommes. C'est tous les jours qu'on se refait. L'homme que j'ai été hier n'est probablement pas celui que je suis aujourd'hui, parce que j'espère que depuis hier, je me suis enrichi un peu de la culture des autres. On aborde l'altérité, hein, on en parlait tout à l'heure, et c'est vrai que plus une identité est multiple, plus elle est riche. Et parfois je choque en disant, comme la langue d'ailleurs, plus on s'abattardit et plus on s'enrichit. La pureté n'existe pas. Ça, il faut le savoir. On est déjà dans un vocabulaire un peu fascisant. On emploie ça sans... Encore une fois, on dit, oui, mais nous sommes purs, c'est pas méchant du tout. Les gens qui le disent, c'est pas méchant du tout. Oui, mais nous, on est authentique, parce qu'on emploie beaucoup l'authenticité, etc. C'est pas méchant du tout. Mais en même temps, ça signe quoi? Ça signe que nous pensons en danger de mort. Parce que quand on veut manifester absolument, se manifester dans notre identité de manière forte, nous sommes les plus beaux, nous sommes les blonds, aux yeux bleus, machin, c'est pas vrai du tout. On est dans le mythe, et les mythes, bien qu'ils soient fondateurs, n'ont pas toujours longue vie. Donc il faut échapper aussi à cette mythologie. Sur le plan culturel, écoutez, nous sommes les produits tous de la culturation. Là aussi, on ne vit pas dans une culture unique. La culturation, c'est un mélange de cultures desquelles naît une autre culture. Et c'est ça la culturation, c'est pas l'absence, c'est pas l'abrégatif, c'est pas l'absence de culture. Et là aussi, nous sommes des êtres acculturés. Tous les gens dans le monde sont des êtres acculturés. On doit s'ouvrir un peu aux autres. Lui, c'est pourquoi je lui dis ça, on rigole un peu parce que c'est un monsieur très sympathique, que j'ai connu ici, mais très sympathique. Et donc, voilà, il faut s'affirmer tout le temps. Ne pas avoir honte de soi tout le temps, si on veut échapper à cette idéologie diglossique, mais en même temps, il faut savoir s'ouvrir aux autres et surtout aussi s'enrichir des langues des autres. Toutes les langues du monde sont belles, y compris l'arabe. Je le dis pourquoi? Eh bien, parce que l'arabe a eu son époque, elle a eu son âge d'or. Et elle n'est plus dans son âge d'or. Mais il continue à rêver des temps anciens de Haroun al-Rachid. Et ce qui fait aujourd'hui le retard du monde arabe, ça n'est pas tant l'économie. C'est surtout le fait qu'il continue de vivre à l'époque de Charlemagne. Parce que Haroun al-Rachid il était dans la même période historique que Charlemagne. Alors on revient encore que la première horloge qu'a vu Charlemagne, c'est parce qu'elle lui a été offerte par Haroun al-Rachid. Mais je m'en fiche. C'est pas mon souci. Bon Dieu. Et ils font du surplace. Et il faut espérer que nous, qu'on ne soit pas dans cette optique.
qu'on ait eu un âge d'or, c'est bien, mais Jugurtha ne vit plus, Massinissa non plus, Chéchinak non plus, Septime Sévère, empereur de Rome non plus. Vous voyez, on a eu de très grands hommes aussi. Saint-Augustin non plus. Bon. C'est un patrimoine historique qu'on doit sauvegarder. Un Zurius, c'est très important, mais encore une fois, ça ne doit pas être un patrimoine historique stérilisant. On doit le savoir et avancer. Voilà un petit peu les choses que je voulais dire en premier. Combien de temps me reste-t-il? Parce qu'il faut que je passe un peu... Trentaine de minutes. Donc on a un peu de temps. Et donc, j'arrive maintenant à... J'arrive au thème. Le thème, c'est un an après. Bien, si vous en faites le bilan aujourd'hui, un an après, n'est-ce pas grave? Il n'y a rien eu de significatif, j'entends. Il n'y a rien eu en matière de scolarité. J'ai des chiffres statistiques, y compris les plus récents. J'ai réussi à les avoir parce que très souvent chez nous, tout ce qui est statistique, c'est assez confidentiel. Je ne vais pas vous embêter avec des chiffres, mais sachez simplement que le Tamazirt, en dehors de la wilaya de Tizi Ouzou, même pas la wilaya de Bouira ou de Gaïf ou de Boumerdes, qui sont elles aussi des wilayas kabyles. En dehors de la wilaya de Tizi, où tous les élèves en âge d'apprendre le Tamazirt étudient le Tamazirt, ailleurs, il y a des lacunes et parfois des gouffres. Mon propre petit-fils, qui est Afgaïf, m'a dit un jour, évidemment, sa maman a été voir le directeur. Mais combien d'enseignants Tamazir sont au chômage? Aujourd'hui, c'est des centaines et peut-être des milliers qui sont au chômage. Et pourquoi il n'y a pas parce que on leur dit il n'y a pas de poste budgétaire. Et pourquoi y aurait-il des postes budgétaires pour les autres? Et pourquoi, comme par hasard, Tamazir? Et pourquoi Tamazir, même après cette fameuse officialisation, elle reste facultative, y compris en territoire amazirophone. Pourquoi l'enseignement tamazir reste facultatif? Parce que le statut de langue facultative amène encore à l'idéologie diagnostique. Quand le père, un père, vous savez, les parents ne sont pas tous au fait des questions culturelles et politiques. الخدام ديك الصباح يروح هذا يخدم يسبوس با تخوا ديسيون السيني يميك ما دير تمازيغ اش انا يخدم يس 6 euros c'est la réponse il fuse donc dans un premier temps je vais dire dans un premier temps non il faut absolument si on veut rendre cet enseignement efficace passer à l'obligation d'apprendre la langue tamazir. Alors évidemment, on vous donne toutes les raisons. La langue n'est pas aménagée. Pourquoi l'arabe était aménagé en 1962? Il faut être sérieux. Je vais vous raconter une anecdote. En 68, j'étais élève chez Mamri. Pour ceux qui connaissent la fac centrale, parce que je vois des têtes blanches qui ont connu cette époque, et on allait à la faculté de lettres, juste à l'entrée à droite par le grand portail. Et au premier étage, on avait une salle où l'on se voyait avec Mamri pour le cours. Sauf que cette salle, on l'a partagée avec ceux qui devaient apprendre l'arabe. Ça veut dire qu'en 68 seulement, il y a des gens qui ont fait Tamazir كيف كيف. لا معنى. تم نداوف في كالحق إذا
كراغي تمازيغ سيت من داو ثنيو اقر روج نتمورث سمرد ارتعرف ثنيو لكن يقولاش اقر يتشان اغروم ستعرف ثنيو يتشان ستوتلي تعرف لكن يقولاش اغروم ستوتلي تمازيغ السنة تواليم بالليل تعرف تخيم كنان ولاش عنده تستثمر كان غادي نحاشا دي صح باسكو تو سكي فينانسيي politique, militaire, technique, c'est toujours la langue française, qui est la vraie langue officielle. Enfin, une langue officielle, c'est un nom dit, mais c'est ça l'officialité. Hein. Bon. Même quand on fait des communiqués, quand ils ne sont pas très importants, mais quand il faut attirer l'attention sérieusement, ben, ils le font en arabe, mais ils ajoutent la langue française pour que ça soit compris. Et puis, vous voyez, en 68, on était au même niveau. Aujourd'hui, si on veut réellement qu'il y ait un développement de la langue amazigh, il faut des femmes et des hommes, il faut de l'argent, il faut des moyens techniques, il faut le pouvoir politique. Il ne faut pas se leurrer qu'il y ait sur la carte amazigh, qu'il y ait politique. Je suis dans aucun parti. J'étais au FFL, j'étais au RCD, je ne suis plus dans les partis politiques. Bon, je l'ai expliqué même à un ami ici présent que la veste de parti me va trop serrer. J'étais un bon militant du FFS, comme j'ai été un bon militant du RCD. On m'appelait le culturaliste du FFS, puis on m'appelait le culturaliste du RCD. J'ai même fait tout pour que les intérêts partisans ne s'impliquent pas dans les histoires culturelles. Mon ami donc Majid Yesli, on avait créé l'association Eglos, il a été un membre très actif, mais quand j'en étais président, mais quand j'ai nommé l'exécutif, à l'époque j'étais FFS, président FFS, j'avais nommé au secrétariat général de l'association Blaise Serkan qui est au Canada. S'il y a des gens qui le connaissent, il était RCD. J'avais demandé à Tahar Yami, qui était directeur de la maison de la culture, qui n'était pas dans des partis, il était trésorier général. J'avais demandé peut-être en plus, Ouamar Saoudi, d'être premier assesseur. Il était pété. Ah ben évidemment, les copains du FFS n'étaient pas très contents. Hein. Ils disent que les choses ne se passent pas comme ça. Il y a effectivement la nécessité des partis politiques. Et ces partis politiques, je le répète tout le temps, ça n'est pas nos adversaires, ça n'est pas nos ennemis. Le débat doit être pluriel. Il ne doit pas y avoir une vérité, il doit y avoir des vérités. Il faut qu'on accepte qu'il y ait des vérités. Parce que c'est de débat entre plusieurs vérités que naît la vérité. Sans quoi tout se fracasse. On doit apprendre à le faire. Qu'il y ait des intérêts partisans, quoi de plus normal? Chacun défend sa boutique. Mais encore une fois, il y a un PPCM, plus petit quand même multiple. Vous vous souvenez, hein, on l'avait étudié en classe de 4e, je pense, si mes souvenirs sont bons, qui n'est pas négociable. Le PPCM doit nous unir. Il n'est pas question de tourner notre combat contre les nôtres. Le mal nous vient de ceux qui, depuis 1962, ont monopolisé le politique. alors حين أمر الأفريقيا نفتح أننا أكادي لندي الحكم سي 62 وقمنا لنا الساحل يستريحنا لا et j'allais dire c'est légitime à une question qui était posée par un jeune journaliste, je crois, général. Il lui dit حضارات ونقابي حضارات وكان يعني البلاد تولي بالحكومة جهوية État, région, c'est un projet que personnellement je porte dans un cadre partisan. Il lui répond
Belkhair était quelqu'un qui avait le sourire aux lèvres. Ça ne faisait pas de lui un ange quand même. Il lui répond, je crois que c'est très significatif. Et c'est exactement ça. Les États centralisés. Il y a un certain nombre de personnes, j'allais dire citoyens, mais j'hésite de parler de citoyenneté, parce que c'est très compliqué de parler de citoyens, nous ne le sommes pas du tout, aucun n'a dit le citoyen. Ce conglomérat, c'est plus parlant, qui ont gardé le pouvoir, pourquoi voulez-vous qu'ils le lâchent? Pas de raison. Et c'est dans tous les pays du monde, ça se passe comme ça. Ils ne le lâchent que si nous tous faisons tout pour qu'il libère tout ou partie. Au moins une partie, au moins. Et la chance de la majorité, ce n'est pas la constitution, la pseudo-constitution qui a été élaborée par des juristes qui savent ce qu'ils font, mais par les efforts que nous ferons pour que l'État algérien, cette fois-ci l'État pas simplement du pouvoir, de l'État, s'ouvre à la majorité, mais s'ouvre réellement. Et j'ajoute que la majorité a perdu beaucoup de temps, trop de temps, et c'est pour ça que j'ajoute, et la phrase n'est pas de moi, et les deux comités, un sociologue linguiste corse, il faut appliquer un coefficient de réparation historique à la majorité. On ne peut pas nous dire aujourd'hui, allez, c'est bon, vous avez le droit de l'enseigner, vous avez le droit de travailler avec, mais l'arabe a pris trop de place, trop de distance. Alors il nous faut un coefficient de réparation historique. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que lorsqu'on donnera un sou à la langue arabe, il faudra donner 10 sous à la langue amazigh jusqu'à ce qu'on rattrape le temps perdu, c'est-à-dire les 50 ans déjà passés. Et c'est à partir de là seulement qu'on pourra dire, maintenant, place à la concurrence linguistique. Nous sommes au même niveau, allons vers ce que Pierre Bourdieu appelle le marché linguistique. On va dans le marché linguistique si on est également armé. Donc, mettez tous les moyens pour que cette langue amazigh atteigne au moins le niveau de la langue arabe, et à ce moment-là, on rentre dans la concurrence linguistique. Voilà un peu ce que je voulais vous entretenir de ces choses-là. C'est juste en fait une manière de démarrer le débat. Parce qu'en fait, l'enrichissement de conférence, quelle qu'elle soit, c'est le débat qui suit la conférence. Et je compte sur vous pour débattre pendant un petit moment, parce qu'apparemment les organisateurs sont limités par le temps, oui. Donc, vous savez, c'est des questions dont on peut parler des heures et des heures, on n'en finit pas. Donc, je vais arrêter la conférence sur ce point, peut-être abrupte. J'ai pas fait de chute à la journalistique, hein, sans chute, comme ça. D'habitude, il faut toujours faire une petite chute. Là, c'est une fin abrupte comme ça. Ça nous permettra de gagner du temps et de passer au débat. Et je vous dis, comme on dit dans les bons plateaux télévisants, merci de m'avoir écouté. Merci, merci. D'accord, on va passer au débat. Alors, on va prendre par quelques séries de questions. On va aller par 3 questions à la fois. Explique. Kamal. Monsieur Achab. Troisième question. Là, la prochaine. On y va avec 3 premières questions. Oui.
montre que pour des raisons pratiques, ceux qui veulent poser des questions, c'est pour les filmer, garder le débat, de descendre ici et poser la question. Ok. C'est bon? Vous êtes d'accord? يعني نسمح une question assez rapide. La constitution est faite d'Europe. C'est sûr ان زرا الحكومه الجزائريه كيخدموا شغلنا ما تصلغاش بصح بالك لا كونستيتيسيون هي بيان وزرا شحال السنين كني فهضروا الفلاسفه داس مزيان ودبر رانا شحال سكوسني كاع ولكن راك ستيغنا الى تزرير ويش ورا وين كاع ثما زير ثاني. Est-ce qu'ils ont consulté des gens? Est-ce qu'ils ont parlé avec des gens du MCB ou des partis politiques plus ou moins proches de la question? Et est-ce que, jusqu'à quel point ils ont écouté ces gens-là quand ils ont rédigé la Constitution? Merci. Deuxième question, M. Hachem. Ça fait plaisir de te retrouver après. Ça fait plaisir de te retrouver après 20 ans de séparation. تنمية في وسالة جيجي لكن تزرب من داوث الصرميث نند ثمورث كي تمورث تعرفت من هذه لا فيرسيون تعرفت نند أكاليجي c'est terre est une terre arabe. Même dans la version française, j'ai omis le mot terre. Okay. Terre arabe, même dans la version française. Donc, il a قدرت من المس ونسينا من النسن ما لس ونسينا من النسن يا قاعد يدين من المية. أستقسم عليك تفكر بغيت دينا مو ماشي ثورة ديال حاليا غير يلاق هاد نسكن أشرن النار يبجان النار. Stormith, on va être un peu plus agressif dans cette revendication et ne pas se contenter seulement des discours politiques, aussi valorisants qu'ils soient. Merci. Ben, quand on a fait ce qu'elle a, ça parce que je ne veux pas faire des ennemis parce que nous sommes comme un petit village de Sénégal. Peut-être une question, je vais à peu près la tendance générale. C'est que Zikhinia, je fais de ce métier de HCA, la plupart des intellectuels, on ne veut pas de commissariat, on veut une académie et on veut qu'elle soit officielle. La revendication des cabinets de revendication populaire depuis 40 ans, même plus, c'était la mesure officielle, nationale officielle. S'il y a eu le boycott, on va dire que tu le commissariat. Donc, on a insisté sur ça, beaucoup sur ça. Il faut faire une mesure officielle nationale. On va voilà le métier officiel. La mesure officielle, c'est écrit comme ça. Voir sur le blog, la mesure officielle. On va j'ai écouté YouTube pour voir les gens qui sont contre le chiffre. Exactement. Je suis par exemple qui est à même à l'adverbe également, il y a un peu de doute, mais j'ai regardé dans le dictionnaire, il n'y a pas de doute également, ça veut dire égal, il n'y a rien d'autre. Égal, que ce soit en valeur, en poids, en tout. Également, ça veut dire égal. Il n'y a aucun doute par rapport à le sens du mot égal. Là, j'ai parlé avec des amis, je me donne de ce que c'est un déterminant défini, je sais la langue officielle, voilà. Évidemment, c'est une redondance maintenant de la mesure artificielle et de l'État en même temps, c'est une redondance. Donc, à partir du moment où tu acceptes la mesure artificielle, on cherche quoi? La mesure artificielle, ça veut dire c'est une langue de l'État en même temps, c'est une langue des institutions de travail. Il n'est pas nécessaire d'ajouter quoi que ce soit, ni adverbe ni adjectif. Partenaire officiel, c'est ça qu'on voulait, c'est ce qu'on a toujours voulu en tout cas. Premier si on veut un État où on mettrait des raisons politiques, c'est une bonne question qui se pose. Mais est-ce que c'est une supercherie si on se fie au texte, la mesure c'est une langue officielle. D'ailleurs, au Québec, par exemple. Québec, c'est une langue officielle. Bon, bah, le gouvernement du Québec, c'est des francophones. Il y a eu même à un moment donné, c'était des souverainistes. Remettre à l'Office de la langue française, dans le Haut Conseil de la langue française, qui veille à ce que la loi soit respectée. Il y a un
لكن voilà, la langue officielle, selon l'expérience du Québec, c'est une expérience qui a réussi, on a vu les résultats positifs de ce qui s'est passé au Québec sur le plan par rapport à la langue. C'est une langue officielle, l'office de la langue française, le Conseil supérieur de la langue. Il a même des millions de bénévolement l'impératif français, là, c'est des souverainistes, des séparatistes qui دي فوا تكرنت مي لا كاد دار ديالك كاين شفت المغازا واحد السوق في واحد السوق في راس شفت المغازا سكو صافي دونك هي دي انستيتيوشن اللي تجوا خلقنا ابري نكون انا كان اون اتون بوف نيمز اوفيسيال كيس كي فا سباسي ولا طون اسكو بود في قرار جو سي با نوا ديكريم ادير دي شوز كانوا فيها نكون ايفاغي لي لانغويست لا تخدم كريين ان كونساي كوم لا لونغ فرونسيز اري كي فا ساسيوري بليان تمازيغ تشغال ريالمون اوفيسيال. Et à chaque fois, la presse, nous avons des avocats, nous avons des centaines, des milliers d'avocats, nous avons les journaux nord, nous avons la télévision, nous avons des télévisions. Voilà. Mais nous avons que ça, si on fait un nombre de ça, nous avons quand même fait chimine, par exemple, il y a un médicament. La panique ne sera jamais officielle, même si elle doit être nationale. Il faudrait que les gens voient. Je pense que c'est bien, qu'il y a plus. دي شوفون تولي كري سكوندال اسمي دينا اوفيسيال ولا اسمي الناس راه بلو جامي اوفيسيال ما كنتو غاشي كلام يكريوا سكوندال كده مون افي الناس سي اون لانغ اوفيسيال يا غاشي اون بني لي انفيكسيون كابيل لي انفيكسيون كابيل سون رونجي بار لي ليت بارتيزان كان ان اكزومبل في فرنسا ديك تاع الناس مي قالت انا زي خارج باك اون فرنسا يتربع فرنسا سلسله شاكر يتربع فرنسا سلسله هند سعدي ونسفهم ويدي قام هند سعدي لو كانت نسرس ديال باسكو مثلا سعيد سعدي خدم لا بوليتيك لا واش ندشو Oui, des parents ne veulent pas Salem Chakar parce que Salem Chakar, il n'a jamais de sa vie écrit un seul mot, n'a rien sur le français, on t'a basé, il fait Mazir, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé depuis, avec le Mokalan ou le Tigran, mais il y a assez bien. Bon, d'un oui, il Vran Anita Kabir, d'un oui, voilà, c'était une question légitime qui se pose, mais par rapport à Mazir, à mon avis, c'est écrit officiel. Il a quand même rajouté de Charia on ne va pas tout de suite assigner les khatans, ça nous prend un conseil. Ça, j'espère que je vais garder mes années en moi. D'accord, on passe aux réponses. Oui, avant l'écriture de la nouvelle constitution, ils ont créé des commissions et ils ont appelé un certain nombre de personnes pour leur demander conseil. Sauf qu'ils ont choisi les mauvaises personnes. Je peux vous dire, aucun membre du mouvement culturel berbère n'a été associé dans cette réflexion pour la nouvelle rédaction. Aucun. Ça, je vous le dis de manière solennelle. Pour ce qui est de la Constitution, oui, j'avais omis de dire le mot terme, terre arabe. C'est comme en langue arabe, en langue française aussi ça a été fait. Et est-ce que ce pays a été irrigué par leur sang? Bon, je n'ai pas de réponse à donner, hein, mais en même temps, je reviens à la pièce de théâtre de Slimane Ben Issa, qui disait إذا كان جابوا الرسالة يخليوا الرسالة ويرجعوا. Bon, je parle de pas des Arabes, je ne suis pas de ceux qui disent les Arabes à la mer, alors là je suis très très loin de ce discours, mais Yarja'ou au sens culturel du terme, hein, la symbolique de la lettre est claire. Alors, il y a toujours une question qui me gêne un peu, ce sont les questions qui ont été la question de notre ami Karim Achab, que j'ai connu à Paris, alors que je pense que tu faisais ton DEA en même temps que moi, lui jeune étudiant et moi vieil étudiant. On ne s'est pas revus à tel point que j'en ai fait part hier. Quand il m'a appelé, je ne faisais pas le rapprochement du tout entre le responsable politique qu'il est et le Karim Achab qu'il était. Alors je m'étais un peu méfié, quoi. Je vous l'avoue, hein. Et je lui ai dit hier. Bon, mais j'ai été effectivement heureux de retrouver un bon copain de Paris des années, je pense, 95, 96. Et puis, je retrouve dans un costume de cadre politique.
Ça ne me gêne pas du tout. J'ai retrouvé le même Karim, gentil qu'il était, plein de bon sens, avec des idées qui ne sont pas forcément les miennes, mais en même temps que je respecte. Je suis personnellement, encore une fois, je l'avais dit tout à l'heure, il n'y a pas une vérité, il y a des vérités. Il a sa vérité, j'ai la mienne, d'autres ont leur vérité, et notre ami qui vient de prendre la parole, il a ses vérités aussi. Hein. Donc, cherchons ensemble la vérité. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle des réponses de Normand. Hein. En disant ça, je n'ai pas dit grand-chose. Hein. Et quand je suis gêné, je passe aux réponses de Normand. Voilà. Est-ce qu'il faut être plus agressif? Agressif politiquement, oui, certes. Il faut toujours l'être, même quand on a tout acquis. Rien que pour ne pas perdre les acquis, il faut continuer d'être agressif, politiquement. L'autre agressivité, ça n'est pas dans ma nature non plus. Hein. J'ai trop dénoncé l'agressivité de la décennie noire, notamment l'agressivité du pouvoir pendant le printemps 2001, l'agressivité qui s'est faite contre les militants amazirs du mouvement national, pour aujourd'hui porter l'agressivité, la violence physique. Je ne suis pas là-dedans, c'est clair. C'est vrai que chaque fois qu'on veut un changement, même quand même quand les choses sont à peu près stables, il faut toujours être un peu dans le style des trotskistes, la permanence révolutionnaire. Hein. On secoue la société sans forcément vouloir prendre le pouvoir. Bon, et ces gens-là aussi ont une place dans la société politique, parce que ces gens-là, eh bien, ils remuent la société pour qu'elle s'enquiste pas. Et c'est comme ça que les choses avancent. Le HCA. Alors, le HCA, je peux en parler un petit peu. Je crois que c'est vous qui avez parlé du HCA. C'est vous. Le HCA, j'en connais un bout. Hein? Oui, oui. Le HCA, j'en connais un bout, puisque à l'époque, moi j'étais dans les commissions nationales. Commission nationale du MCB. Commission nationale du MCB qui était adossée au FFS, la coordination du MCB, la coordination nationale du MCB était adossée au RCD, puis après est venu le rassemblement bien plus tard. À l'époque, j'ai été touché par un ami à Paris en me disant il faut que tu sois avec quelqu'un de la coordination, moi qui était dans les commissions. J'ai dit s'il y a des préalables, si on pose des préalables, pourquoi pas, si ça peut faire avancer le schmilblick. Il m'a dit les préalables, on s'en occupera après. Donc, je n'ai pas accepté d'être membre du HCA. Sauf que, quand le HCA a vu le jour, quand il commençait à chercher les formateurs, il n'y avait pas de formateurs en Tamazir. Donc, ils ont demandé à Idriss, qui formait avant même que ça soit autorisé, dans le cadre purement informel, c'est une association culturelle, c'est tout, hein, qui a formé beaucoup de formateurs en Tamazir. Donc les membres du HCA sont venus à Idriss pour demander des enseignants. Et les cadres qui étaient à Tizi Ouzou m'appellent à Paris en me disant « Qu'est-ce qu'on fait ?» Et je leur ai dit « Donnez-leur des enseignements. Tamazir, il faut que ça démarre. » Et ils me disent « C'est quand même curieux. Tu as fait la 24e page, je ne sais pas si c'est la 24e, la dernière page d'Algérie Actualité pour taper sur la structure du HCA et tu nous demandes en même temps de leur donner des enseignants. » Je crois qu'il y a un pas franchi. On peut donc dénoncer une chose politiquement, parce que je reprends encore les termes, là, c'est de Selim Chaker qui parle du HCA en tant que structure d'intégration et récupération.
Bien sûr, un pouvoir, si vous donne une structure, c'est pour mieux la récupérer. Il ne va pas vous la donner comme ça gratuitement pour vos yeux. Alors évidemment, j'avais dénoncé ça en tant que structure d'intégration-récupération, mais en même temps, c'était la première fois qu'on avait la chance d'enseigner le Tamazigh dans les écoles. Ils le sont enseignés dans les écoles, mais en dehors des heures d'ouverture, dans des conditions, mais on le faisait quand même. Mais là, officiellement, l'enseignement de Tamazigh allait rentrer dans les institutions éducatives, même facultatives, même sous l'art, mais il y a une symbolique, il y a cette symbolique, parfois très importante à prendre. Et je leur avais dit, oui, effectivement, donnez-leur autant d'enseignants que l'on peut donner ou qu'ils ont besoin. Et voilà donc une attitude que j'ai eue, simplement pour faire avancer les choses. Donc je ne suis pas du tout jusqu'au boutiste, alors, puisque il a acheté un guide, donc, etc. Non, on peut aussi être pragmatique. Il faut savoir aussi céder sur quelques petites choses, pas les principes. Également, égal, je vous le concède. Sauf qu'il était tellement simple dans la Constitution de dire une seule phrase. La langue arabe et la langue tamazigh sont langues nationales et officielles. Point. Et on aurait réglé tout ça. Si on ne met pas ça, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Et moi, je vous assure que j'ai appris à me méfier de nos... et donc, c'est pour ça que je dis également, effectivement, c'est une égalité où l'un est un peu plus égal que l'autre. On s'amuse avec des mots, hein. On a le droit de... Il y a la fonction ludique aussi de la langue, et on peut dire qu'il y a des gens qui sont un peu plus égaux que d'autres. Et cette égalité est dans cette direction précisément. On aurait dit la langue arabe et la langue amazigh sont toutes deux langues nationales et officielles. Je pense que les populations amazighes seraient sorties dans la rue pour crier une première victoire. Ça n'a pas été le cas. La langue officielle, langue d'État, vous avez donné l'exemple du Canada. C'est un très bel exemple. J'ai moi-même travaillé principalement sur les catalanistes, les sociologues catalans, et un grand sociolinguiste, et un grand sociolinguiste du Canada qui est décédé il n'y a pas très longtemps, Jacques Moret, qui a été, je crois aussi, président à un moment de sa vie, président de l'organisme dont vous avez parlé, de la défense de la langue française au Canada. Je vais revoir avant. J'ai personnellement, sans l'avoir connu, été à bonne école avec lui, mais par sa littérature. Eh bien, on ne peut pas tout à fait comparer. C'est un bon exemple parce qu'il a écrit sur les histoires de diglossie, sur les rapports dominants-dominés des langues, sur les politiques linguistiques, surtout l'aménagement linguistique. C'est une très bonne école pour nous parce qu'on peut s'en inspirer très très largement. Mais en même temps, on ne peut pas faire du copier-coller calqué parce que nous avons nos propres problèmes bien plus graves que ceux d'ici. Je l'avais dit dans la conférence de Montréal, nous sommes, du point de vue des institutions, quelles qu'elles soient, la photocopie de la France colonisatrice. Et comme la copie n'égale jamais l'original, bien là, nous sommes la France Empire. Parce qu'on ne peut pas dire que la France en tant qu'institution soit le bon exemple dans le monde. C'est un pays hyper centralisé à ce jour. Quand on vous parle de régions de France, ce sont des régions administratives. Le découpage est essentiellement fait et de manière à ce que les minorités soient toujours minoritaires, y compris dans leur espace. Le Pays Basque, par exemple, il a été découpé en 3. On a envoyé un tiers
sur une région francophone, un tiers sur une autre région francophone, un tiers sur une autre région francophone. À tous les votes que vous aurez, eh bien la voix des Basques sera minoritaire. Alors que si on avait découpé en tenant compte des frontières linguistiques, les Basques seraient au moins majoritaires dans leur propre région. Donc attention, les régions françaises, ce sont des régions administratives, ce sont des régions pour de la gestion également politique, mais elles ne sont pas très importantes puisque la commune ne dépend pas de la région, la commune dépend de Paris. Il y a un pont qui est créé au-dessus des régions. Quant en ce qui nous concerne, donc nous sommes cette pâle photocopie, l'omnipotence du pouvoir central, tous les pouvoirs, l'omniscience, tous les pouvoirs et l'omnipotence, tout le savoir et tout le pouvoir, j'allais dire, dans le dernier village du pays. Eh bien ça, ça ne peut que stériliser une société. Et souvent, je le répète, je l'avais dit, je pense à Montréal, un pouvoir centralisé, c'est comme une pieuvre. La pieuvre a au même endroit la tête et le tube digestif. Eh bien, la tête et le tube digestif sont au niveau de la capitale et les tentacules sont partout dans le pays jusqu'au dernier des petits villages. Et quelles sont les fonctions des tentacules? C'est de défendre la tête et de nourrir le ventre. Donc l'État unitaire centralisé, c'est la capitale, entendons par capitale, un tissu discontinu. Le Harash ne fait pas partie de la capitale, entendons-nous, ni Clos-Salambier, ni Bablouet. La capitale, c'est un certain nombre de quartiers UP d'Alger. C'est ça la capitale. Eh bien, vous avez tout le pays qui travaille pour ces petits quartiers d'Alger, et donc qui les défendent et qui les nourrissent. Vous avez toutes les régions d'Algérie qui travaillent pour quelques quartiers. Quel quartier? C'est ça l'État unitaire centralisé, c'est la photocopie de la France. C'est des États qui sont unilingues. Vous savez, quand la politique linguistique française a été menée par Grégoire, mais surtout le décret Crémieux, je confonds, le décret Villers-Cotterêts, au XVIe siècle, Crémieux c'est la nationalité des Juifs, Villers-Cotterêts, vous savez que ce décret obligeait tous les Français entre guillemets, parce qu'ils n'étaient pas forcément français, ils ne se disaient pas français en tout cas, à parler la langue française. Il était interdit aux Français non parisiens, parce que la langue française c'est le dialecte de Paris, hein, c'est clair, qui a été élevé au rang de langue nationale et officielle. Toutes les autres langues de France étaient interdites. Vous savez que jusqu'au début du siècle dernier, dans les écoles bretonnes, on mettait des plaques sur les murs des classes. Il est interdit de cracher par terre et de parler breton, par exemple. Bon, on n'était pas loin chez nous, hein, même si c'était pas dans ces termes. Moi, je me souviens, moi qui suis algérois, qui l'ai été du moins, bon, vous connaissez tous son sang, hein, et bono, et puis je n'ose pas continuer la suite parce que c'est pas très poli de terminer. Bon, c'est pas venu comme ça, c'est des comportements construits. Je vais écouter, oui, excusez-moi, je suis vraiment bavard. Conseil de la langue amazigh pour aboutir à la langue officielle. Oui, c'est des propositions effectivement intéressantes, sauf que ces conseils, on en a eu beaucoup, mais aucun n'a abouti. Encore une fois, nous ne pouvons aboutir que s'il y a une volonté politique, si l'État joue le jeu sérieusement. Vous aurez beau vous constituer en comité de défense de la majorité ici, mais si vous n'avez pas cette force de vous organiser pour créer un rapport de force, et le rapport de force n'a pas de connotation, hein, il est
très positif pour agir au niveau des politiques canadiens, en devenant vous-même maire, en devenant vous-même député, en devenant vous-même responsable pour vous impliquer dans la politique canadienne, politique au sens noble et au sens large. Écoutez, votre comité, il n'aura pas très longue vie parce qu'il y a l'usure. Vous ne voyez pas les choses arriver. Vous commencez à vous user, et puis il y en a 2 qui se retirent, puis 10, puis 15, et puis il reste le Komchan, et puis le Komchané dans la Troche, et puis il ne reste plus rien. Donc c'est la même chose chez nous. Ça n'a de sens que si on s'appuie sur un État où il y a une réelle volonté. Ce n'est pas le cas chez nous. Et puis, Hamd Saadi, Chaker, oui, je connais bien le problème. Bon, je vous assure qu'entre les deux, il y a plus des problèmes d'incompatibilité d'humeur qu'autre chose. Ils ne s'entendaient pas bien avant cette histoire de langue française. Ça remonte à très loin. C'est des problèmes humains, c'est des faiblesses humaines. Ils ne se supportaient pas depuis très très longtemps. Et ça, il fallait n'importe quoi pour que ça éclate au grand jour. C'est vrai que Salim Chaker était le spécialiste de la langue amazigh, pas en tamazigh, de la langue amazigh. Mais en même temps, quand on est linguiste, on n'est pas obligé forcément de parler la langue. Il y a des professeurs qui étaient professeurs d'Urdu alors qu'ils ne connaissaient pas un traître mot. La linguistique est presque une science exacte. Donc on peut l'être aussi, comme la sociolinguiste d'ailleurs. Maintenant, Hamd Saadi, effectivement, il est plus connu pour son militantisme actif. Très grand militant de la cause amazigh. Mais du point de vue des compétences, il était surtout agrégé de mathématiques, ce qui n'est pas peu. L'excellent mathématicien. Après, on aurait bien voulu les avoir tous les deux. J'allais dire, on en a eu presque. On n'en a eu aucun, du moins presque. Excusez-moi, c'est mon réveil pour mon traitement. Mais en même temps, les dissensions, les petites crises entre les uns et les autres font partie aussi, je vous assure, du parcours habituel. On a eu plusieurs fois, moi-même, j'étais ami avec Saïd Saadi, puisqu'on a commencé exactement au même moment, en 68. Lounis a fêté le 50e anniversaire de la chanson. Mais Lounis était avec nous, lui, dans le cadre culturel, chanson, etc. Et nous, pour autre chose, mais dans la même salle, à El Biar, autour de Chérif Khedam. C'est pour ça que je parle souvent de Chérif Khedam. Il y avait le côté des chanteurs, il y avait Noara, il y avait Lounis, il y avait Idir, il y avait Habib, il y avait aussi des gens plus âgés que nous qui venaient s'impliquer à Belhanafi, à Amrou Yacoub, et j'en passe. Et puis des gars comme Ben Majid Bali, je cite comme ça des noms de mémoire. Et puis ce bon ami qui était Saïd Saadi, à un moment donné, pour des raisons politiques, on s'était séparés. Et puis après, on s'est retrouvés. Et puis après, j'ai quitté le RCD, mais on reste bons amis, on se voit, on discute, on mange ensemble, etc. Mais lui aussi, d'ailleurs, a quitté la présidence du parti, même s'il est toujours militant. Moi, j'ai quitté carrément la militance partisane. Vous savez, la vie est une suite d'accidents. Je le disais tout à l'heure, d'accidents historiques. On ne peut pas être d'accord tout le temps avec tout le monde. C'est impossible. Et quand j'avais créé l'école de formation politique avec le RCD, et c'était une école politique, de politologie, pas de politique partisane, qui avait eu un grand succès. Malheureusement, chez nous, les succès ne durent pas longtemps. Je disais aux étudiants, parce que c'était essentiellement des étudiants universitaires qui venaient à cette école, on avait loué l'école, l'amphithéâtre qui était acheté, si vous connaissez l'école hôtelière de Tizi Ouzou, on l'avait loué tous les vendredis à l'année. Et ces jeunes venaient
pour de vrais cours de politologie, et je leur disais, ramenez vos camarades, qu'ils soient indépendants, qu'ils soient du FFS, qu'ils soient du RCD, ou bon, il y avait juste les deux extrêmes qu'il fallait éviter, mais entre les deux extrêmes, de droite et de la droite et de la droite moins agressive, mais où l'agressivité réside justement dans la subtilité du discours, pernicieux, entre ces deux extrêmes, ramenez vos camarades. Ah bon, on va ramener les gens du FFS, nos adversaires, je dis. D'abord, il faut savoir qu'en politique, l'allié d'aujourd'hui peut devenir l'adversaire de demain, et l'adversaire d'aujourd'hui peut devenir l'allié de demain. La politique, elle est fluctuante, et ce n'est pas de la traîtrise. C'est comme ça, la politique. On peut marcher jusqu'à un certain terme, on arrive devant un mur, ou plutôt devant un carrefour, où une personne clignote à gauche et l'autre clignote à droite, ce qui est tout à fait normal. Et puis je leur disais aussi, mais si vous les ramenez, que vous leur donnez des bagages idéologiques, des connaissances culturelles, politiques, quand vous les aurez en face, après, ils ont un argumentaire qu'ils opposeront à votre propre argumentaire. S'ils n'ont pas les moyens intellectuels pour vous faire face, eh bien, ils n'auront pas de vous aller les acculer et vous aurez des coups de bâton, au moins. Donc, autant, et puis surtout, que cette école devait être aussi quelque chose qui regrouperait, pour former le PPCM dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui regrouperait non pas dans l'adversité, mais plutôt dans la complémentarité. Je crois que, voilà, et donc, je m'arrête. Bon, on prend une deuxième série, Rachid, Jamila. Question. Passe. Ah, c'est ok. Alors, Rachid, vas-y. سقسينا مالنا راجل كونتونتي كنتي وسقسي كان كتشينيا شو النوسية مسلو النوسية كيضد كبارن نفاس لي سي دي ولا باللي وزريع باللي vraiment c'est parmi les maîtres penseurs de la régionalisation positive de l'FFS. l'RCD, la régionalisation modulable, ou derrière l'idée de l'État régionalisé et unitaire de l'RCD dernièrement, c'est-à-dire أول توقف في مسليتنا تاع كاين اسكوسنا كنقولها اقلا نتوقع من نيجير كي تسمع يلاس دونك تمسليتنا الزينة دابو ما تسيرين هذه زيادة اللي بغات تمحو متسير البوسبيقة معي فانا لي تريبيونو مسلاي ستارات يزوزو ديال البنات يتفانا لي بوليسيين بالعربن لي ميليتير بالعربن لي جندرمي بالعربن مثل القبائل يتفانا سي لي فيزيوات صباح تا مدينا خصها ربي زين تا توريش نفاتو دي فيزيوات بريفيت نية وقالو شوف تي في لا تي في زين تي في جريو 50 قلنا 37 اكزاكتو اللي 50 بون خصتوها كوز لا كريز ايكونوميك لي جورنو شوف مع وياتن قبائل لي جون كابيله هذوك اللي قارني القهوي مام السبور المنتخب الشباك الهداف اللي كنصومي زي كتنسو استعراف دونك غروسو مودو زينه نعطيك السيا والسيا مثلا تمثيل تروح على نيجير لو قال لك كي اكزافن في كراس الحق جو بوني جو لونغاج اغريسيف تري اغريسيف je leur donne tout à fait raison مسلي باش كاين موجود وسنه كاين سي لي زيكستريميست با كوا كي تافونسي لي شوز اللي هي سي دي مو باغا ستاتيو كو وين تبوجين لوتونومي ديبوندونس لا قبل زين كنا داني ولادي يفون ريان pour faire quelque chose, pour faire bouger les pions. Kchini, Kchoualir, c'est un gars de centriste, le mest. Amen Kini, نسمو قول نفران كونتونتي هو كلوا تيكوالي واعر ويسي لا لا اشنو زعما نخدم ثوها باش كي مو
السيار السلفي ندى في الثيفرات بس وين ندى وين هذا مش في الثيفرات أشون زمان نخدم خمسون أدناوي أين منزمة وسكابا وسرية approprier les choses importantes. وفران كاين ان بوليسيان بونج باجي المختار اللي راح تيزوج دي حبس دي مابورتي صغار لا بوليس من الكيباك لا بوليس لا سيورتي الكيباك لا سيورتي دو كندا هاكس الحيان sont les messages de police qui ont j'ai pas fait l'expérience avec toi comme dans un autre contexte qui est dollar là ça va maintenir donc Smith un policier la sécurité de Kabylie vrai qu'il y a les tribunaux Kabylie vrai la télévision Kabylie mais tu vrai les journaux Kabylie ما بغيت بغينا نكمل الجزائر ماشي زمانات خدمن باش كنداو نشتكي نعمولاش زغمباش هي داسك تينو صحيح جميلة مدام جميلة بزاف لك مسؤول اللوسة زوج جوان وقبل كيتسقسا كان السراج مثلا la Constitution, la langue officielle, la mesure de langue officielle. Inès Bourdieu, il a fait un sacré travail sur l'Algérie, notamment sur la Kabylie. Inès, il y aurait une conclusion, il dit que c'est un pays de paradoxe. C'est-à-dire, effectivement, le mot officiel, cette définition dans le dictionnaire, c'est clair. Mais à ce moment-là, l'arabe, c'est langue de l'État, ça veut dire le ministre, le président et machin choix, toutes les institutions ne sont pas obligés de s'adresser à la population, on a d'utiliser. Donc ma langue n'est pas officielle. Et on peut attendre avec eux. Donc on n'est pas ennemis non plus, regarde, moi avec ma lecture. J'ai 3 questions. La première, c'est un questionnement plutôt. J'aimerais bien savoir c'est quoi votre définition du patrimoine historique. Parce que Jugurtha, Nzimoni Apulé, Nzimoni Saint-Augustin, la liste est longue, pas aussi longue que ça quand même, mais on a besoin de modèles et de repères. Il a fallu qu'on arrive à l'université pour les découvrir un peu. Là, on parle de mais plus tard, dans le tard. Donc l'enfant, dans le système pédagogique et dans l'éducation, mais je connais des zoharsies. مش كاين نزوق السن لقات النسي اثنيسي نوارا ونا ماشي كان سواوال ماشي السن كان جوغورطانا ابيلي سواوال لقات يسين خاطر اتما نقول لك كي on l'exemple de Shakespeare il est tout le temps dans toutes les sauces américaines dans la culture anglo-saxonne ils en parlent trop et j'ai trouvé qu'ils exagéraient non ils n'exagèrent pas c'est leur but et c'est les modèles qu'ils veulent offrir à leurs enfants et au monde par ricochet. Donc voilà, votre perception de ce patrimoine. Oui, je refuse de Zoharken. Je refuse de Zoharken, il faut qu'elle ait, justement pour qu'elle avance, il faut qu'elle les connaisse pour de vrai. La deuxième question est nous. Qui a rédigé cette constitution, physiquement, les noms? Est-ce que vous avez des noms? J'ai vraiment envie de les voir, ces gens-là. Qui a rédigé cette constitution? Et où sont ces partis politiques? Où étaient ces partis politiques, ces personnalités politiques, INSA, et qui se disent qu'elles étaient dans l'opposition, qu'elles sont dans l'opposition? J'aimerais bien savoir ce qui se passe. Il y a un problème dans ce pays. Qui a rédigé cette constitution? Et ma dernière question, comment est perçu le MAC dans les hautes sphères algériennes? Ces hautes sphères immobilières. On peut prendre 2 questions supplémentaires. Parce que oui, c'est déjà donc on continue avec vous. Donc ça va être, on prend une autre question parce que on est malheureusement parce qu'il n'est pas le temps. Est-ce qu'il y a une autre question?
Zahir, où est-ce qu'il est? Zahir, la question. La question. Et peut-être Donc, M. Bast. مساء الخير في الاول نقول العسلامه عليك صحه ودوسه La question, c'est assez une question, mais il faut un peu la suite pour la question d'abord, il faut la bonne fois, il y a une tricherie. La constitution, ou le mec de officiel, il y a une tricherie. Donc, c'est une question qui est à l'origine de la tricherie. Il y a les années 62, les gens du Sénégal entier, on va dire le pouvoir, on va dire les politiques, on va dire qu'il est un peu plus ouvert, moins ouvert. Vous voulez en 2002, le national, on va dire tiens, c'est officiel, donc c'est comme si on les choses. Donc il y a peut-être une volonté de être officiel. Donc la question, c'est une mauvaise foi encore, qui est derrière? C'est le mouvement arabe ou musulman, le mouvement extrémiste de telle direction ou telle autre. Mais c'est quoi la mauvaise foi? D'autant plus que de Hia, qui a finalement fait une consultation pour rédiger la Constitution, il y a d'arriver entre guillemets. Donc normalement, la tricherie, qui a l'origine de la tricherie? La question c'est pour rejoindre un peu le Hachimia, puisque Schmitt est officiel. Sur le 95% des Algériens, elle a décidé qu'il y a une officielle de station officielle. Je me demande si il y a une officielle. زيكرات الضيون اللي كابيتا مرة وهرانا إلى وسيلة على الصحة وشتي وشتي سكلاروا. لو دفعت سبعة أوفيسيال سير دوكيمون. يونس روح حد يقرأ également أن غير هذيك الأوفيسيال سي أوفيسيال. Donc est-ce que ça ne donne pas un point fort là, de façon stratégique, même qu'on a organisé maintenant. Donc la faute, est-ce que nous plus sur nous-mêmes? Quand on a il y a la mauvaise foi, il y a la triche, mais on ne joue pas, on chimère le jeu. Le ballon il est là, mais on ne le joue pas. C'est-à-dire que c'est officiel, il y a un grand potentiel que moins qu'officiel. Il faut chimère le terrain. Il faut avoir un comité, par exemple, de pensée au moins stratégique. C'est-à-dire comment on va la rendre officielle. Qui n'est que ça, 10 milliers d'avocats, ça, 10 milliers. Mais est-ce que ça va des gens connus peut-être, les anciens, qui ont un peu un sens du consensus, peut-être un comité avec un plan d'action pour le futur. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, le Hachimi Assad, par exemple, le HCA, il y a des actions très concrètes au Sénégal. Le Marqueur, il la ministre, il y a plusieurs gens. Comment on fait pour des actions concrètes? Par exemple, regardez dans le pourcentage des élèves de les écoles, regardez concrètement, il y a 37 000 je veux que ce soit 40 000, je veux que ce soit. Donc, est-ce que ça a un plan d'action? La faute, elle est sur nous-mêmes. Le mot officiel d'elle est là. La faute, maintenant, elle est sur nous-mêmes. La carrière un État, un contrarié un État, non. Ça a encore un pouvoir. Nous avons les jours, nous avons beaucoup d'autres choses encore. Donc, voilà la question. C'est ça. Question. أزلق في الأول صوفي يسونا الكلية كيف كان قدم سيليغا في مسألة زقلي فلاس في الأورغانيزاسيون أمشي نورغانيزي هاد مزيان يغرب نيكلان داكي ديال كندا كيفاش كذا توالي بعض وكي صار سوبجيكتيف اي بيرسونيل الو راني كنقدر انا سميتو كذا كنت تروح لباريس ولا كندا كيسمى غاس لا ديبورتاسيون ترونكيل هاد وزراير رزات مالا دوايني الحني يثلاثنا غيدلسنا وزراير اختار باقي مالا بغا ذيني لهنا دوايني يدلسنا إلا قد لفتي فرات أنا ولا كسير هذا شو قلنا كنخدم هكذا على في الأورغانيزاسيون جوستومون وقول في سيلا دينا اللي يقول لك مثل القارة ثورنا يهلك وزقال قدنا عيون لا بروبليم صافي ميدنا تقلت قال إلى الأورغانيزاسيون إلا قدنا في ثلاثة كيل هكذا فرح إلى La question c'est que depuis la pluralité, on a toujours lié la démocratie à l'inverse. L'avancée donc de l'une, ça équivaut à l'avancée de l'autre. Mais les politiciens, les anciens, je me toujours dans le détail. Alors que la généralité de la chose, c'est que
l'idée d'insérer Tamazight comme langue officielle, d'abord par un pouvoir qui est illégitime, par des soi-disant représentants qui ne sont même pas légitimes, et au niveau de la Constitution 95, ça devait passer par un référendum. C'est juste pour rejoindre l'agressivité, et puis c'est que plus les extrêmes, plus le sont à l'apogée. Donc, au niveau de l'évolution de l'idée guinéenne, au niveau de la Kabylie, de passer de l'autonomie à l'autodétermination, est-ce qu'on devrait même, c'est ce que je veux dire, est-ce que nous ne leur sommes pas redevables, justement, d'avoir arraché cette concession-là au niveau de la Constitution? J'ai 10 minutes. Non, مازال ساعة 20 minutes. Non, même 30 minutes. Ah, d'accord. Alors pour l'histoire, je rectifie cette histoire de régionalisation positive, c'est pas de moi. J'ai assisté effectivement au séminaire de en 1979 à Cap, dans les Hautes-Alpes, où nous étions réunis sous la présidence de Hussein Ahmed et d'Alim Sili également, pour rédiger la plateforme politique du FFS. Et donc effectivement, cette plateforme préconisait la régionalisation positive. Pour ce qui est de l'État unitaire régionalisé, effectivement, j'ai travaillé beaucoup là-dessus. Et puis j'avais publié dans le Soir d'Algérie 5 pages pour expliquer ce qu'est l'État unitaire régionalisé. Il se trouve qu'à un moment donné, le RCD a porté cet État unitaire régionalisé. On a fait même l'axe fondamental de sa revendication. Et moi je dis, quand une idée est reprise par une communauté, qu'elle soit politique, civile, c'est déjà une grande chance et c'est déjà quelque chose de bien. Et mieux encore, quand une idée devient anonyme, on ne sait pas qui c'est qui l'a produite, c'est encore mieux, ça veut dire qu'elle a pénétré toute la société. Donc voilà un peu l'histoire de l'État unitaire régionalisé. Le problème, j'avais parlé des moyens de conscientisation, pour te résumer. Alors rapidement comme ça, c'est une réponse que j'ai donnée à Montréal, mais ailleurs aussi. Donnez-moi votre école, votre mosquée, votre stade, votre tribunal, non, même pas. Et je vous fais le clan de Mouloud Loulaoussi dans 30 ans. C'est clair. Bon, ils ont tous ces moyens, nous ne les avons pas, créons-les. Créons-les, on peut effectivement s'efforcer de créer tous ces moyens de conscientisation. Ce que j'avais oublié, c'est aussi le contingent. On leur apprend à obéir la patrie, on leur dit exactement ce qu'est la patrie, parce qu'il y a plusieurs manières de regarder la patrie ou la nation. On ne va pas entrer dans le détail à cause de ça. La disparition des langues, je vais vous donner des chiffres. Il y avait en 1997, il y avait 6783 langues dans le monde. 240 écrites en 130 systèmes graphiques, c'est-à-dire en 136 alphabets. Pourquoi je dis ça? Parce que de ces 6783 en 1998, eh bien, ça c'est vraiment bientôt là, qui disait que chaque année meurent 25 langues dans le monde. Et les langues qui meurent, ce sont des langues qui n'ont pas de fonction pragmatique. Pour rejoindre Comité,
une langue doit quitter le statut de langue du cœur pour devenir la langue du pain. C'est pour ça que nous sommes condamnés, si on veut que notre langue perdure, à lui donner un statut de langue du pain. Et c'est pour ça que peut-être il y a un espoir que pour que cette langue ne meure pas, à partir du moment où elle commence à nourrir. Il y a des enseignants de tamazight qui vivent de ça, donc c'est des militants en puissance parce qu'ils défendent leur casse-croûte. Que les choses soient claires. Il y a des chanteurs en tamazight qui sont là pour défendre la mazirité parce qu'ils défendent leur casse-croûte, parce que l'être humain est d'abord pragmatique. Il faut que cette langue nourrisse son locuteur. Et c'est peut-être la première fois dans l'histoire qu'on commence à avoir une lueur pour perpétuer cette langue. Et c'est pour ça qu'ici aussi, quand je vous demandais d'avoir de la visibilité, y compris dans le domaine économique, c'est aussi une manière de la faire perdurer. La question suivante, que faire pour faire une langue régionale? Oui, vous parliez de territorialité en fait. Rachid, effectivement, quand on est dans un pays où il y a plusieurs langues, il y a aussi un certain nombre de principes. Il y a ce qu'on appelle le principe de la personnalité, il y a ce qu'on appelle le principe de la territorialité. Eh bien oui, c'est pour ça que moi personnellement, je suis ce qu'on appelle un polynomiste. Je suis pour que tamazight ait plusieurs normes. Que les Kabyles étudient le Kabyle des Mourth-Lourveyeul, que les Chaouiens étudient des Chaouiens, etc. Et puis, il faut aménager le Kabyle des Mourth-Lourveyeul, aménager le Chaouien, aménager Tamzaté des Mourth-Gemzaviyen, aménager le Tamashaq des Mourth-Moucha. Décentraliser Tamazight. Globalement, régionalisé, puisque c'est des régions naturelles, hein, on ne parle pas de bien. Mais il est clair qu'il n'y a pas d'égalité entre les langues. Et c'est Louis-Jean Calvé qui parlait de guerre des langues. Il a écrit un livre dont le titre était La guerre des langues. Il n'y a jamais de paix entre les langues. Il y a toujours une qui cherche à dominer les autres. Et il est clair que parmi tous ces parlers, un mazir aménagé et porté à l'enseignement et territorialisé donc, au bout de 3 générations, les calculs sont à peu près faits, au bout de la 3e génération, on travaille sur les convergences, tout ce qui nous lie sera commun, tout ce qui est terminologie moderne, c'est un terme moderne pour dire la modernité, etc. Cela, notre chance, paradoxalement, c'est parce qu'on est au degré 0 de la modernité de la langue. Et donc, au moins, puisqu'on est au degré 0, commençons en travaillant ensemble avec tous les parlers amazigh et construire au moins tout le lexique de la langue moderne qui est le plus épais. Hein, parce qu'après les langues de tous les jours, la langue fonctionnelle, vous connaissez de 2000-3000 mots en anglais, vous parlez anglais. Probablement avec beaucoup de fautes de grammaire et beaucoup de fautes de prononciation, mais vous avez les outils pour vivre à peu près normalement en milieu anglophone. C'est la même chose. Une fois que vous êtes entré en convergence au niveau lexical avec les autres groupes, les variantes amazigh, eh bien, il reste très peu de différences qui vont s'amenuiser jusqu'à devenir nul au bout de la 3e décennie. Ensuite, Pierre Bourdieu, c'est le pays des paradoxes, je ne vais pas m'étaler là-dessus, on le sait, on le sait tous assez précisément, mais c'est clair qu'on n'est pas un paradoxe près dans la société politique, mais également dans la société tout court. On ne va pas entrer dans des détails, les anthropologues vous parleront de ces paradoxes de comportement, etc. Donc je ne vais pas m'étaler, sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Le patrimoine historique, alors je vais expliciter ma pensée. Je ne suis pas dans le patrimoine muséographique. Je suis loin de là. Je suis dans un patrimoine agissant. C'est-à-dire
que nos repères doivent servir à actualiser nos connaissances. Nous devons effectivement, tous nos enfants doivent savoir qui est Massinissa, qui est Jugurtha. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, je disais tout à l'heure, les mythes sont fondateurs. Ça reste des mythes, ils sont fondateurs, mais ce que je dis, ne nous arrêtons pas à ces mythes. Ne nous arrêtons pas, les mythes, ce n'est pas de la mythologie grecque. On a mythifié des êtres historiques qui ont existé, qui ont porté notre civilisation. On a participé beaucoup à la civilisation universelle. Trop de gens ne le savent pas parce que précisément on a été moulé dans une idéologie qui nous a empêché de connaître notre histoire. Quand je te parlais des Septimes Sévères, ils ont été les empereurs de Rome jusqu'à ce que les Gaudriens arrivent. Et les persécutions du peuple amazigh par les Romains ont cessé lorsque la famille Sévère avait pris le pouvoir. Voilà le terme que je viens de dire, je commence à faire un Alzheimer. Et puis la violence est revenue après que les Gaudriens ont entraîné la déchéance des Sévères. C'est quand même des empereurs de Rome, à l'époque où Rome était le gendarme du monde. Quand on a parlé de Sheshnak, ça reste quand même un lebou, un libique, qui avait pris la 22e dynastie pharaonique d'Égypte, d'où le calendrier Agui. Mais bon, la date du calendrier est une date très militante, que les choses soient claires. Et je rends hommage à Marmekadi, qui était Chaoui, qui est décédé aujourd'hui, qui était un grand militant, etc. C'est à peu près lui, même sûrement lui, qui a décidé de cette date qui a été reprise. Voilà par exemple une symbolique. On aurait pu choisir le Sheshnak Septime Sévère, ou on aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Bon, il se trouve que là, c'est une date qui est restée, qui ne correspond pas du tout, parce que là on mélange tout. Sheshnak, d'ailleurs, souvent, tout le temps, les mélanges, quand on parle de Nier, ça n'a rien à voir avec Sheshnak d'ailleurs. Bon, là aussi, c'est connu. Le système, donc, voilà, la réponse, je parle de patrimoine qui réactive la pensée et la pensée que j'allais dire amazigh. Le système pédagogique nécessitait de le faire connaître, j'ai pas compris. Oui. J'en avais parlé une fois à la télé algérienne, où j'avais dit, en admettant qu'on nous donne tout sur le plan linguistique, langue officielle vraiment, tous les moyens qu'elle se défende vraiment, etc. Mais si on ne touche pas au programme pédagogique, à la limite, on n'en a que faire d'une langue même performante. Parce que vous appreniez l'obscurantisme en tamazight ou en arabe, c'est pareil. C'est pareil. Donc, effectivement, pour échapper à ça, ça pourrait être un piège aussi. Eh bien, il faut également revendiquer le discours que l'on fait dans les écoles, dans les lieux de formation et en général. Parce que le maître d'école, c'est le maître à penser. Le maître d'école, c'est le fantassin de la République. C'est le premier soldat qui est au front pour défendre les valeurs édictées par la République. C'est pour ça que je parle toujours, je mélange toujours la politique et les questions culturelles et linguistiques. On n'a malheureusement pas de temps pour aller dans le détail. Alors, qui pour la Constitution, qui, etc. Là, c'est vous posez une colle. Parce que vous savez très bien que rien ne se sait chez nous. Même ce que l'on... Parce qu'ils ont convoqué, sinon invité un certain nombre de personnes pour leur demander leur avis sur la rédaction. Cela, ça a été fait dans la transparence. C'est Ouya qui s'en était chargé, etc., etc. Mais vous pensez bien que
ce sont ceux-là, ce ne sont pas ceux-là qui ont rédigé. On a vu les noms défiler, on a vu les groupes défiler, etc. Sauf les militants de la cause amazigh. Après, qui a rédigé, Dieu seul le sait. Peut-être qu'un jour on le saura. Je suis incapable de vous dire quelles sont les personnes en nom près qui ont rédigé des services spécialisés pour ce genre de choses. Il ne faut pas croire que les gens du pouvoir sont bêtes et méchants, comme on aime à se le dire. Ils sont très bien formés, ou du moins une partie, ceux qui font tourner la baraque, ils sont très bien formés et ils ont toutes les capacités pour rédiger des constitutions sur mesure. Ils sont méchants, à la pas carte. bêtes. Voilà. Alors, comment est perçu le MAC dans les hautes sphères algériennes? Ce que vous voulez que je vous dise? Je vais vous dire, c'est leurs amis. Je ne vais pas aller jusque-là, hein. S'ils sont loin d'être leurs amis, c'est clair. Mais en même temps, ce que je vois à titre de jour, c'est que il y a des arrestations, etc. Mais ils n'osent pas aller au pire jusqu'à présent. Le pouvoir politique ne franchit pas le pas qui pourrait amener un balancement total. Et ça, c'est pas par sympathie, c'est par calcul politique, probablement, en ne s'attaquant pas frontalement aux militants du MAC en Algérie, ils veulent éviter que les choses se précipitent, financièrement, politiquement, etc. Ça tangue, ils n'ont pas besoin de problèmes supplémentaires. Ensuite, qui est à l'origine de la tricherie? Je vous l'ai dit, j'en sais rien. Après, les acquis ont toujours été payés à fort prix. Hein, quand vous avez des gens qui ont été condamnés à perpétuité ou à mort, et là je pense toujours à nos poseurs de bombes qui ont posé des bombinettes dans un lieu significatif, symbolique, le Moudjahid, à une heure où il n'y a personne dans la rue. Franchement, ils n'avaient vraiment pas l'intention de faire des dégâts. Alors moi, ce que je dis, ce sont des jeunes à l'époque qui ne sont plus jeunes, qui ont des cheveux blancs maintenant. C'est des jeunes qui ont éructé. Courant. Voilà, c'est tout, hein, mais non. Ils ont été condamnés à perpète, l'un d'entre eux à mort. Ils en ont échappé, tant mieux. Au Doukan, mais les acquis, moi je les place toujours dans la chaîne, dans la veine qui a amené la réaction explosive d'avril 80. Même quand je parle de la ligne tracée, je parle aussi d'un Marimache qui n'a jamais dit un mot sur la question amazigh. Il était secrétaire général de l'Étoile nord-africaine, mais en même temps, il s'était opposé à Msaïl Had, ce qui lui a valu la démission, mais il ne s'était pas opposé pas pour des brunes, hein, parce qu'il a écrit d'ailleurs, lui imaginait une Algérie qui serait gérée, l'État algérien, ce serait l'image moderniste de la gestion du village kabyle. Voilà, et là aussi, Hussein Aït Ahmed en a parlé très rapidement, quelquefois, du point de vue de la gestion administrative du pays, c'est-à-dire l'État. Ensuite, le statut officiel, le poids stratégique. Ah oui, notre ami qui a dit oui, mais il y a quand même quelque chose d'officiel. Tout là, moi je ne suis pas nihiliste, hein, parce que quand à m'entendre à Kaguiné, on peut penser oui, mais celui-là, il est nihiliste. Je dis qu'il faut prendre et continuer le combat, parce que c'est jamais fini. C'est jamais fini. Bien sûr qu'il y a eu des acquis, bien sûr qu'ils ont été chèrement payés, mais bien sûr qu'il y a quand même beaucoup de choses qui
qui sont là, qui sont palpables, ne serait-ce que pour les représentations mentales. Les gens se sont débloqués. On est passé même des fois un peu, surtout à Alger, où les gens rasaient les murs pour se parler en kabyle très doucement pour qu'on ne les entende pas. J'ai vécu ça à Alger. Hein. Et puis après, on est passé dans ce qu'on appelle la surnorme. Au lieu de parler normalement, ils parlent un peu plus haut pour qu'on sache qui ils sont. On est passé de la quasi-mutité à comment dirais-je, à la langue bruyante au niveau, mais c'est tout à fait normal aussi. Hein. On essaie de se rattraper par rapport à la mutité qu'on nous avait imposée, pas par le faire, mais par cette idéologie qui a fait des dégâts et qui était pernicieuse. Donc alors effectivement, le statut de langue officielle, je vous l'accorde, même si elle n'est pas officielle réellement, il faut les prendre au mot. Hein, il faut foncer, il faut y aller, et il faut leur dire, oui, mais même si on ne croit pas du tout à cette officialité, il faut quand même jouer, comment dirais-je, il faut jouer l'âne pour avoir du foin. Allez, on croit à l'officialité, ok, qu'est-ce qu'on fait? Et on fonce. Aujourd'hui, on peut, dans n'importe quelle partie de l'Algérie, on peut effectivement utiliser ce terme d'officialité, qui n'en est pas une, pour dire, oui, mais discuter avec un wali n'importe où, quelqu'un a parlé de Hachmi Assad, que je connais depuis 1990. Oui, je travaille assez souvent avec le HCA, sans en être spécialement avec le HCA, comme je travaille avec d'autres. Hein. Oui, le HB, je dis, fait des choses. Hein? Oui, oh là là, le HB n'a pas fait rahman, mon Dieu. J'ai bien raison de penser à lui. Hein. Oui. Le Hachmi Assad, qui est donc le secrétaire général du HCA, il fait ce qu'il peut, il bouge beaucoup. Il y a des gens avec lui dans le HCA qui travaillent, ils font le maximum. Hein. Bon, après, ce n'est pas l'IRCAM du Maroc. L'IRCAM du Maroc est un véritable institut. Je connais bien l'IRCAM, je connais ceux qui y travaillent. Ils ont un espace digne d'un institut. Ils ont des chercheurs de très haut niveau qui ne sont pas bien payés puisque l'IRCAM, c'est comme le HCA, il est affilié à la présidence, l'IRCAM est affilié au palais. Bon, alors le HCA, effectivement, il fait ce qu'il peut avec peu de moyens. Et c'est vrai que depuis qu'elle est langue officielle, les walis sont un peu plus accueillants que dans le temps. Alors, démocratie et tamazirt. Démocratie et tamazirt, vous le savez, beaucoup d'entre vous le savent. En 80, le premier tract du mouvement culturel berbère, c'était pour les libertés démocratiques, premier point, et liberté d'expression, pour les libertés démocratiques, deuxième point, pour la liberté d'expression, troisième point, pour les langues populaires algériennes, tamazirt et arabe dialectal. Plus exactement, arabe dialectal et tamazirt, si vous voulez, même la hiérarchie des demandes, pour vous dire qu'en 80, la revendication a été vraiment douce. On espérait à l'époque avoir un discours modéré, gentil, tranquille, etc. Ça nous aurait aidé à avancer. Bon, ça n'a pas fait grand-chose. D'abord parce que nos amis arabophones dans l'arabe dialectal ne l'ont pas suivi. Ensuite, c'est ce qui nous a poussé petit à petit à ne laisser que le tamazirt dans les revendications, parce que vous ne pouvez pas faire que revendiquer pour les autres, c'est impossible. On espérait les drainer
avec nous, ça n'a pas été le cas. Mais bon, ceci dit, quelqu'un avait parlé de Yahya Srelina. Vous savez, un pouvoir politique centraliste, et on pourrait être gentil, hein, ils ne s'encombrent pas d'histoire d'arabophonie, de kabylophonie. Non, c'est une coterie, ils ont des intérêts propres à eux, et ce qui nous préoccupe ne font pas partie de leurs préoccupations. Moi je dis aussi quelquefois, qui des deux est un mazir, l'amazirmophone qui jure par son arabité, ou l'arabophone qui jure par son amazirité. Moi je dis c'est l'autre. Voilà, moi j'ai des amis arabophones, je cite parmi eux par exemple Abdou El Imam, qui est un éminent sociolinguiste, qui a été à l'université de Rouen en même temps, tu l'as connu, qui est un grand défenseur de la mazirité. Il est tlemcenien. C'est le neveu de l'imam, le président du MCO, du football oranais. Je peux vous citer un autre nom, Mohamed, ancien président du Parlement, c'est son cousin. Enfin bref, voilà, c'est un professeur de cinéma à l'université d'Oran qui est toujours là pour faire sa communication à chaque fois qu'il y a un colloque sur la mazirité, et qui est un grand défenseur de la mazirité. Il est également tlemcen. Il y a aussi, comme ça, des gens qui ne sont pas du tout kabylophones ou amazigophones, mais qui sont fiers de parler de leur amazirité. Mais à Tlemcen, il y a une région amazigh. Ah oui, ils sont connus oui, comme ils sont en encore, voie de disparition, oui. il n'en reste plus rien, c'est ça? Si, il en reste encore. Il en reste encore. Pas beaucoup, mais il en reste encore. Non, mais c'est la région qui fête d'ailleurs le mieux, hein, le mieux avec le carnaval qui a disparu chez nous, etc. Mais ça se fait de moins en moins d'après... Non. Cette année c'est très simple. Même Yennayer a été récupéré, et c'est tant mieux par le pouvoir, puisqu'ils en ont fait une grande fête à l'échelle nationale, hein, y compris à Tlemcen. J'avais quelque chose à dire, mais bon, bref, sans pas gagner du temps. Alors, et là, c'est bon. Bien, on arrive. La légitimité et la démocratie tmazigh. La question était pour comment est-ce qu'on accepte un cadeau empoisonné de la part d'un pouvoir illégitime via des représentants illégitimes et via une procédure qui est tout à fait illégitime. Mais quelle est identifiez-moi la question. Qui sont les... La question qui est illégitime? Ben, c'est tout le monde, de la PN ou du Sénat. Oui. Il n'y a rien de légitime là-dedans. Et puis normalement, des questions qui concernent toute modification de la Constitution, qui concernent les valeurs, les constituantes au niveau de la patrie, de la nation, ça passe par un référendum. Ça ne peut pas passer par des représentants qui, soit dit en passant, ne sont même pas légitimes. Oui, d'accord, ok. Alors les histoires de référendum, on pourrait discuter. Bon. Quand vous êtes dans un pays, vraiment, où le pouvoir politique a la main sur tout, qu'est-ce que vous voulez voir sortir d'un référendum? Vous faites voter l'Algérie aujourd'hui pour dire est-ce que Tamazir, on lui donne le statut de langue officielle réellement, ou est-ce qu'on l'enlève complètement? Vous aurez une majorité qui vous dira enlevez-la entièrement, majoritairement. Non, ok, oui, bon, oui, mais bien sûr, vous avez peut-être raison, j'en sais rien. Mais je dis simplement ce que pourrait être un référendum. C'est comme les élections. C'est de la tombola. À tel point que personnellement, et là je vais vous scandaliser, quand je me présente, je me présente progressiste et jamais démocrate.
Je ne parle plus de démocratie. J'ai même écrit un texte qui est trop long pour être publié, parce qu'il est proposé, il est trop long, moi, je suis bavard, que j'ai intitulé « La démocratie, deux points, faut-il encore y croire, point d'interrogation ». Il faut peut-être, les concepts évoluent, hein, vous savez, ils ne sont pas figés. On a le droit de réfléchir sur la démocratie aussi, hein, parce que c'est devenu le terme guinéen, c'est devenu maintenant, je veux dire, c'est un blasphème que de dire on a le droit de réfléchir sur le concept. C'est blasphémé pour la plupart des gens. Dire on va discuter de ce concept, c'est déjà un blasphème. Vraiment. Alors le référendum, après tout, le mieux, j'ai parlé, et je m'arrête tout de suite, moi dans le texte, je parlais de démocratie par compétence. C'est-à-dire que un village peut effectivement, et l'on a les compétences, etc. Et puis, ces délégués villageois peuvent élire le comité de la mairie parce que ça va nous faire, etc. Et on monte, c'est pas la peine que j'aille dans le détail, vous comprenez certainement. Donc voilà, l'histoire du référendum, moi, je voudrais regarder au moins les acquis. Et avec un référendum, je suis sûr que ce qui a été acquis s'écroulera. Donc, j'étais dans la salle, lequel il avait fait ce référendum pour la majorité, il n'y aurait jamais rien. Et puis pourquoi ils auraient pu trafiquer le résultat. Oui, non, mais ça c'est clair, on a fait marque. Là maintenant, pourquoi, même du point de vue principiel, pourquoi demander un référendum en Tamazir? Est-ce qu'on a fait un référendum en 62 pour l'arabe? On demande qu'à exister au même niveau, à l'horizontalité. C'est au niveau même des principes. Voilà, c'est comme ça, fait le mieux. Merci un grand merci à la Fondation Telbois et l'association Akawash pour l'invitation. Un grand merci à vous, présents ici physiquement, aux personnes qui nous ont suivis en direct sur les réseaux sociaux. Et je remercie le docteur Luna aussi pour sa générosité. Malheureusement, on est pris par le temps. Pour terminer, il y aura une conférence ici avec Madame Linda Koudash le 7 mai prochain ici. Il y aura également ici, pour quelques instants, une vente dédicace de ces deux romans à Chioun Tmes, à coup de Tamachaout Tengar. Sans trop tarder, je vais laisser le dernier mot, le mot de la fin, au docteur Luna aussi, pour dire 2 minutes. Vraiment 2 minutes. Je crois beaucoup à la force de la société civile. Les grandes nations, on mesure le pouvoir des grandes nations au nombre d'associations. Je n'ai plus le chiffre du nombre d'associations en France, c'est faramineux. Je me souviens simplement que quand j'ai découvert le chiffre, j'en avais été étonné. Si vous prenez le Canada, m'a-t-on dit, il y a un nombre incalculable d'associations, toutes associations confondues. Je crois que là aussi, on se doit au pays et dans les diasporas, maintenant il y en a beaucoup dans tous les pays, multiplier le nombre d'associations. C'est des raisons de rencontre. Moi je disais la dernière fois, retrouvez-vous autour de quelque chose, même si vous devez créer une association que vous appellerez Défense de la tulipe verte. Mais ça vous permettra de vous retrouver et à partir de là de discuter de problèmes réels. La société civile est très importante. La diaspora et le pays. À mon avis, il doit y avoir des passerelles entre les deux. Les associations d'ici doivent faire venir des membres d'associations. Et de là-bas, ils doivent recevoir des enfants qui partent, je parle des enfants, hein, qui partiraient d'ici. Il est fondamental pour que les choses continuent de tourner. Et enfin,
le mot de la fin, je le répète, vous êtes Canadien à part entière. Il faut intégrer ça, mais il faut intégrer aussi la continuité historique de notre identité. Voilà le mot de la fin. Je termine sur une note, j'espère, positive. Donc, merci. Un petit cadeau. هاي فوتو ده ولا الله فك مولود فوتو فاميليا تنمير تنمير فوتو